Alors, la musicothérapie, qu'est-ce que c'est au juste? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette pratique fascinante, à la fois science et art, et qui est, croyez-le ou non, aussi vieille que l'humanité. Cette citation, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel, non? Ce frisson qu'on ressent en écoutant une chanson, cette émotion qui nous submerge, ce n'est pas juste une coïncidence, c'est profondément humain. Et ce qui est incroyable, c'est que la science commence à peine à décortiquer pourquoi et comment ça marche. Alors concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée d'utiliser le son, mais de manière, disons, structurée et intentionnelle. Que ce soit avec des instruments, dans un cadre médical ou en se reconnectant à des chants ancestraux, l'idée c'est de s'en servir comme d'un véritable outil pour aller mieux. Et attention, on ne parle pas d'une lubie New Age, loin de là. Pour bien comprendre toute la puissance de la musicothérapie, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez un peu. En Égypte ancienne, des prêtres qui utilisent des chants spécifiques pour soigner. En Grèce, des philosophes comme Pythagore qui parlent de la musique comme d'une médecine pour l'âme. Et bien sûr en Orient, avec les mantras, les bols chantants. Le son comme outil de guérison, ça a toujours existé, partout dans le monde. C'est seulement beaucoup plus tard, au XXe siècle, qu'on a commencé à en faire une vraie discipline, avec un cadre et des protocoles. Ok, la grande question maintenant, comment ça marche? Comment est-ce que de simples vibrations dans l'air peuvent avoir un impact aussi profond sur nous? En fait, ça se joue sur 3 niveaux, qui sont tous liés. Le premier niveau, c'est le corps, c'est purement physique. Les vibrations sonores, elles ne font pas que caresser nos tympans, elles traversent littéralement notre corps. Chaque cellule, chaque organe entre en résonance. Et ça peut changer notre rythme cardiaque, nos ondes cérébrales et même apaiser notre système nerveux, celui qui gère le repos et la récupération. C'est très concret. Ensuite, il y a l'émotionnel. Et là, c'est presque magique. La musique a ce don incroyable de court-circuiter notre cerveau rationnel pour aller parler directement à notre cœur. On a tous connu ça, cette chanson qui nous donne la chair de poule sans qu'on sache pourquoi. Eh bien c'est ça. La musique permet de débloquer des émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, des choses qui parfois sont coincées à l'intérieur. Et finalement, le troisième niveau, le spirituel. Pour beaucoup de traditions, le son n'est rien de moins que la vibration d'univers lui-même. C'est une façon de se sentir connecté à quelque chose de plus grand, d'harmoniser son énergie intérieure, ce que certains appellent les chakras. C'est le fameux concept de Nada Brahma. Le son, c'est le divin. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Quels sont les bénéfices réels, ce qu'on peut mesurer? Eh bien, les bénéfices sont assez impressionnants. On parle d'une vraie réduction du stress parce que ça fait baisser notre taux de cortisol, ça améliore l'humeur en libérant de la dopamine. On a tous cette feel-good son qui marche à tous les coups, pas vrai? C'est ce mécanisme-là. Mais ça va plus loin. Ça peut améliorer la mémoire, la concentration et même la qualité du sommeil. Ce n'est pas pour rien que c'est de plus en plus utilisé, par exemple, pour accompagner les personnes atteintes d'Alzheimer. Et le plus génial dans tout ça, c'est que c'est hyper accessible. Pas besoin d'être un expert pour commencer. Choisir consciemment une musique pour se motiver avant le sport, ou une autre pour se concentrer, c'est déjà de la musicothérapie. L'étape d'après, c'est l'écoute consciente. On s'assoit 15 minutes et on écoute vraiment. Et puis, il y a la création. Pas de panique, pas besoin d'être musicien. Juste taper un rythme sur une table, chantonner, ça suffit pour se reconnecter à soi et au moment présent. Maintenant, on va aborder un sujet un peu plus pointu et assez débattu, il faut le dire. C'est la fameuse querelle des fréquences. Alors, de quoi on parle? En gros, il y a 2 camps. D'un côté, les adeptes du 432 Hz. Pour eux, c'est la fréquence naturelle, celle qui résonne avec l'univers, qui est plus douce, plus chaleureuse. De l'autre côté, on a une perspective plus scientifique qui dit, attention, la différence entre 432 et 440 Hz, la norme actuelle, est quasi imperceptible. Et les bienfaits ressentis, c'est sûrement l'effet placebo. Il y a très peu d'études sérieuses qui prouvent quoi que ce soit. Alors, qui croire 432 ou 440? Quelle est la bonne fréquence? En fait, peut-être que ce débat n'est pas la question la plus importante. Ce qui ressort, c'est que l'essentiel, ce n'est pas le chiffre exact, c'est le rapport qu'on entretient avec la musique. Si un morceau, qu'il soit en 432 ou 440 Hz, fait du bien, s'il détend, s'il transporte, eh bien c'est ça qui compte. Le vrai pouvoir, il est dans l'intention qu'on met dans l'écoute. Et on pourrait finir là-dessus. Et si tous les sons de notre quotidien, du chant des oiseaux au bruit de la pluie, étaient en fait une sorte de pharmacie naturelle, une médecine qu'on n'a juste pas encore appris à utiliser? En prenant conscience de cet environnement sonore, on peut vraiment transformer la musique, d'un simple fond sonore à un véritable outil pour prendre soin de soi.